Bonjour à toutes et à tous. En ma qualité de président de l'AFCAB, Association française de certification des armatures du béton, j'ai le plaisir d'accueillir ceux qui sont présents aujourd'hui à la Maison de l'Architecture et tous ceux qui nous suivront à distance, puisque cette séance sera retransmise sur le web. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la table ronde que nous vous proposons ce matin, je souhaiterais resituer cette manifestation dans le cadre des travaux et des actions de notre association. L'AFCAB a été créée il y a maintenant un peu plus de 30 ans par les acteurs majeurs du secteur de l'armature du béton, associations de producteurs représentatives, grands donneurs d'ordre, SNCF, EDF, l'État, laboratoires d'essais concernés, pour délivrer des certificats de conformité par rapport à des référentiels établis collégialement et largement basés sur les normes de produits concernés. Les nombreux échanges que nous avons pu avoir au cours des 5 dernières années, avec un grand nombre de parties prenantes concernées par le secteur de la construction, ont fait mûrir l'idée de ces rencontres de l'AFCAB. La qualité et la sécurité des constructions auxquelles les certifications délivrées par l'AFCAB concourent nous concernent tous. Par ailleurs, la fiabilité structurale servant de fondement aux Eurocodes, normes de conception et de dimensionnement des constructions, nous ont tout naturellement amené à choisir le thème de cette première rencontre de l'AFCAB, fiabilité et construction. Je tiens à vivement remercier les intervenants qui participeront au débat ce matin, nous faire partager leurs expériences et leurs visions sur ce sujet. Je m'en arrête là pour le moment. Place au débat. Je reviendrai à l'issue de ce débat pour essayer d'en tirer les principaux enseignements. Anne-Lotte, la parole est à vous. Merci. Et notre dernier intervenant nous rejoint sur scène. Merci, c'est parfait. Quel timing. Bonjour à tous, merci d'être venus ce matin et merci pour ceux qui sont connectés à distance. Vous ratez donc du coup l'ambiance de ce lieu qui est quand même magnifique, on peut en convenir, qui est fiable, on l'espère en tout cas, pendant les 2 prochaines heures, on s'y sent en sécurité. Ce concept de fiabilité, donc pendant 1h30, on va en discuter avec vous, avec vos regards respectifs qui sont différents, puisque sinon on ne vous aurait pas invité à participer. J'aimerais commencer donc ce premier thème des rencontres de l'AFCAB avec une définition de la fiabilité, parce qu'il faut quand même se poser la question de quoi va-t-on parler. La fiabilité est l'aptitude de bien fonctionner, mais on l'utilise en fait très souvent négativement. On se dit, est-ce que c'est fiable? On se pose la question. Le Larousse dit la probabilité pour qu'une pièce, un dispositif ou un équipement soit utilisé sans défaillance pendant une période de temps déterminée et dans des conditions opérationnelles spécifiées. Je suis sûre que vous avez une réaction à ça. Je vais commencer avec vous, Patrick Chaise, sénateur de l'Ain. Vous êtes co-rapporteur du rapport Sécurité des ponts, éviter un drame, deuxième partie du titre, qui date de juin 2019, donc il y a 2 ans. Maintenant, ce concept de fiabilité, vous l'avez donc regardé spécifiquement pour les ponts. Vous pouvez peut-être rappeler le contexte de ce rapport? Oui, donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde sur un sujet à la fois technique, mais qui nous concerne tous. Donc, vous l'avez dit, je suis co-rapporteur d'un rapport sur la sécurité sur les ponts qui a été donc initié à la suite du drame de Gênes, puisque 2018. En 2018, en août 2018, la question s'était posée de se dire, mais finalement, et chez nous, est-ce que donc un drame de cette dimension-là pourrait arriver? Et donc, pour le savoir, on a donc
missionné une délégation de sénateurs et j'en ai été donc nommé un des co-rapporteurs. Est-ce que vous avez visité l'ensemble des ponts? Enfin, il y a énormément de ponts. Visiter l'ensemble des ponts, je pense qu'on n'aurait pas fini. Parce qu'effectivement, il y a 250 000 ponts en France. Mais, soit un pont tous les 5 km. C'est ça que j'ai vu dans votre rapport. Mais on se rend compte, sachant qu'un pont, la définition d'un pont, c'est un franchissement sur un espace donc, qui peut être de quelques mètres comme de plusieurs centaines de mètres, évidemment. Alors, le premier constat qu'on a pu faire, c'est qu'il y avait une difficulté à visiter les 250 000 ponts parce qu'en fait, ils ne sont pas recensés. Ah oui, il faut les trouver. Et c'est déjà la question de fond. C'est une des questions de fond, c'est de se dire, mais finalement, on ne connaît pas le patrimoine. Et les ponts, alors, ils sont de diverses constructions. Hein. On a des ponts en pierre, des ponts en béton, des ponts en bois. Chaque pont a ses propres caractéristiques. Mais, encore une fois, en fonction d'ailleurs de la dimension de ces ponts et de l'importance de ces ponts, de la gestion aussi de ces ponts, eh bien, on est parfaitement dans l'inconnu. Et ça, c'est un point donc, très important qui met en évidence le besoin que l'on aurait, tout à chacun, à donc avoir une liste exhaustive de l'ensemble des ouvrages pour pouvoir donc gérer ces ouvrages, gérer ce patrimoine. Le pont en particulier, c'est ma vision en tout cas, apparaît comme étant un élément du paysage plus qu'un élément patrimonial. Et ça, c'est aussi... C'est pas comme un bâtiment. C'est pas tout à fait comme un bâtiment. C'est pas une mairie, c'est pas un... C'est pas tout à fait comme un bâtiment. Et donc, ils appartiennent à qui, ça? Vous le savez, ça, ces ponts? Là aussi, la difficulté... Alors, c'est pour une grande partie, on le sait. Donc, il y a au niveau des ponts, les ponts qui appartiennent à l'État, les ponts qui appartiennent ou qui sont en gestion déléguée à des sociétés concessionnaires, des ponts qui appartiennent au département et des ponts qui appartiennent aux communes, hein, puisqu'on a les 3 étages de la gestion routière ou autoroutière. On a aussi les ponts qui appartiennent aux voies navigables de France, les ponts qui appartiennent à RFF, et à chaque, donc, finalement, utilisateur. Et on a des ponts privés. Aussi. Et on a des ponts qui sont orphelins. Ah, qui n'ont pas de propriétaire. Qui ont eu, à un moment donné, sûrement un propriétaire, qui aujourd'hui n'existe plus, qui a disparu, et le legs ou la succession n'a pas été validée. Donc on a des ouvrages qui sont des ouvrages orphelins. Donc je pense à des ponts qui ont appartenu à des entreprises comme le Houillard de France, pour donner un exemple, entreprises qui ont complètement disparu et dont finalement l'héritage n'a jamais été, de façon en tout cas juridique, transféré. Avec des grosses difficultés, parce que ces ponts, et là peut-être qu'on revient à la question de fond, qui est la question de la fiabilité, c'est que la fiabilité, j'allais dire, ça varie dans le temps. Certes, à un moment donné, on peut considérer qu'un ouvrage a une fiabilité, mais cette fiabilité peut aussi se dégrader. Et quand je dis peu, elle se dégrade à fortiori dans le temps. Quel est l'état des ponts, justement? Vous avez dit, dans le rapport, il y en a 25 000 qui sont en mauvais état. Oui. Que veut dire mauvais état? Est-ce qu'il y a un risque... J'allais dire 25 000 dangereux, même. Ah, dangereux. Alors où sont-ils? Qu'on n'y aille plus. Je ne vais pas vous faire cette révélation aujourd'hui, d'abord parce que si j'avais à lister les 25 000, on n'aurait pas assez de temps. Mais surtout, c'est parce que malheureusement, on ne le sait pas. Ah oui. Donc on est sur des éléments statistiques avec justement des risques liés à cette fiabilité ou cette non-fiabilité qui sont très différents. Quand c'est, encore une fois, un ouvrage qui fait 1,50 m sur un fossé, c'est un pont, il est quand même avec un risque plus mesuré que quand on est sur un ouvrage de plusieurs dizaines ou centaines de mètres. J'ose dire, néanmoins, au risque de froisser mes collègues élus, maires, je prends ce risque, c'est sûrement et surtout dans justement cet échelon communal
que le risque est le plus fort et le plus grand, parce qu'il n'y a pas la culture de la gestion. Sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, et c'est une chance en France, je l'ai dit donc, à l'issue de mon rapport, je crois que ce qui est arrivé en Italie a peu de risques, je ne veux pas dire chance, a peu de risques d'exister en France. Parce qu'on a des ouvrages sur ces concessions qui sont plutôt très très bien donc, entretenus. Pour des questions d'organisation, on se plaint de payer les autoroutes et de continuer à payer le péage, mais en contrepartie, on a quand même cette fiabilité. Quand on est donc, au niveau des ponts gérés par l'État, il y a des organisations importantes. Dans les départements, j'allais dire, c'est variable. On peut l'exprimer ainsi, c'est variable. Il y a des départements qui prennent en charge ce sujet-là, d'autres un peu moins. Et dans les communes, c'est très variable. Pourquoi ? Tout simplement parce que, encore une fois, on n'a pas donc donné cette notion de patrimoine et on n'a pas mis en place les outils de gestion de ce patrimoine. Alors, quels sont ces outils ? Pour ma part, j'allais dire, il y a deux grands volets dans ces outils. Le premier, c'est donc le suivi par le carnet de santé du pont. C'est-à-dire qu'on devrait avoir associé à chaque ouvrage, à mon sens, notamment ces ouvrages qui sont donc, sous contrainte, donc ce qui se passe, les visites régulières, les réfections de joints d'étanchéité, le rejointement. Donc, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Carnet de santé ça n'existe pas. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième série de sujets sur lesquels on devrait avoir une attention, de recommandations, c'est sur l'aspect financier. Alors, en fait, on n'a pas la culture de la gestion patrimoniale d'un pont comme on pourrait l'avoir sur d'autres ouvrages. Et notamment le suivi et la gestion comptable. Il n'y a pas, par exemple, de constitution dans la comptabilité publique de provision pour renouvellement d'un ouvrage comme celui-là. Quand on construit un réseau d'eau potable, d'un point de vue comptable, dans la comptabilité publique, chaque année, on fait des provisions pour le renouvellement de ces ouvrages, parce qu'on sait que ces ouvrages seront à reconstruire à un moment donné. Voilà. On ne l'a pas sur les ponts. Et sur d'autres ouvrages d'ailleurs. Et ça pose une vraie difficulté. Alors évidemment, je ne rentre pas dans la technique financière qui demanderait la capacité de trésorerie, etc. Je mets ça de côté. Mais d'un point de vue, j'allais dire, de la théorie de la gestion, il serait opportun que l'on puisse donc avoir cette approche qui donc doit nous faire comprendre que l'ouvrage a une fin de vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a encore une fois l'impression que ces ouvrages font partie du paysage. Ils sont donc finalement inaliénables et indestructibles, et ce qui est donc une fausse idée, notamment sur les ouvrages en béton. Et la difficulté est que ces ouvrages ont été pour la grande majorité construits après-guerre, pour des raisons donc, évidentes, et qu'on arrive aujourd'hui dans cette phase de fin de vie qui peut poser question. Qui doit être gérée. Et qui, si possible, doit être gérée. Je vois Philippe Duron hocher de la tête déjà plusieurs fois, donc je sais qu'il veut réagir. Donc vous êtes l'ex-maire de Caen et ancien député du Calvados et coprésident délégué de TDIE. Voilà, il faut arriver avec les voyelles à bien les prononcer. Je vous laisse expliquer ce que vous faites avec TDIE ou je l'explique, je peux aussi. Hein. TDIE, c'est un think tank qu'on a créé il y a maintenant 22 ans, avec un sénateur qui s'appelait Jacques Oudin, qui est malheureusement décédé il y a un peu plus d'1 an et demi des suites du Covid. Et notre objectif, c'était de sensibiliser les décideurs publics à la nécessité d'investir suffisamment et dans la création d'infrastructures lorsqu'elles manquaient, mais surtout dans l'entretien, la maintenance et la modernisation des infrastructures.
C'est un travail, j'allais dire, un peu désespérant parfois, parce qu'on voit bien qu'il est difficile de faire en sorte qu'on puisse investir à la hauteur des besoins. Et puis on a fait des choix stratégiques en France dans les années 80, 2000, 2010, qui étaient le déploiement d'infrastructures modernes dont on manquait. Le programme autoroutier, puis ensuite les programmes des LGV, mais on l'a fait au détriment de tous les autres réseaux. Et bien évidemment, ça a pâti bien à l'état, à la situation des routes, des chaussées, mais aussi des ouvrages de liaison ou de continuité de la route, c'est-à-dire ou de la voie ferrée, c'est-à-dire le pont, qui était j'allais dire presque un impensé. Vous l'avez laissé entendre, monsieur le sénateur. Ce qui est frappant, et je crois qu'il y a plusieurs explications à cela, c'est d'abord qu'on n'a pas de mémoire de nos ponts. Il n'y a pas d'archives sur l'histoire de la construction ou de l'entretien dans les mairies, dans les départements. L'État un peu mieux quand même, et surtout pour les ponts les plus récents. Ensuite, c'est qu'on a perdu beaucoup de technicité. Moi, quand j'ai commencé à être élu, sur le terrain, maire d'une petite commune, oui, sur le terrain, on avait derrière nous l'ingénieur subdivisionnaire de la DDE, qui était là, ou l'ingénieur du génie rural dans le monde rural, qui en fait connaissait à peu près sa circonscription, conseillait le maire, et puis se débrouillait pour lui obtenir aussi parfois les financements nécessaires. Donc on s'est trouvé dans un moment où les élus ont perdu, j'allais dire, l'assistance technique que leur apportait l'État, et ils n'ont pas eu beaucoup de solutions. Les grandes villes, moi j'ai eu la chance d'être maire d'une petite commune et maire d'une grande ville, qui m'a donné l'occasion de comparer. Dans une grande ville, c'est pas la même chose. Vous avez des services techniques relativement formés, avec des ingénieurs, avec des techniciens, et vous connaissez votre patrimoine dans une grande ville. Vous avez une appréciation assez juste de son état. Donc vous pouvez intervenir quand il faut. Et puis, quand il s'agit, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand il s'agit, par exemple, de négocier avec l'État ou avec un concessionnaire d'autoroute, oui, vous avez un service juridique qui peut tenir la route ou qui peut demander les consultations les plus pointues pour faire face à ce problème, ce qui n'est pas le cas du tout pour le maire d'une petite commune ou pour le président aujourd'hui d'une petite intercommunalité. Donc là, il y a une grande différence, monsieur le sénateur l'a bien dit, entre les donc problème de connaissances, problème de ressources techniques, et puis on peut dire que même d'une façon générale, la disparition du ministère de l'Équipement a fragilisé considérablement l'expertise nationale en matière d'ouvrage. Et j'ai fait il y a quelques années, au moment des anniversaires des ponts et chaussées, du corps des ponts et chaussées, j'ai fait avec Pierre-Alain Roche un rapport sur l'avenir des ingénieurs civils. Et parmi les auditions qu'on a faites, on est allé à la rencontre des jeunes ingénieurs en formation à AgroParisTech. Et ce qui nous a frappé, c'est de voir que la plupart des élèves ingénieurs n'avaient pas l'intention de faire des carrières dans les services de l'État, parce que on ne leur offrait plus de situation opérationnelle qui peuvent intéresser un jeune ingénieur. Donc, je crois qu'on a une inquiétude pour l'avenir. Il faudra réfléchir à ça. Comment on recrée une expertise? Les départements ont commencé à le faire, avec l'IDRIM notamment, pour ce qui est des infrastructures routières. Mais il faudra peut-être qu'on approfondisse. Et puis, sur ces ponts. Puis alors, je ferai une autre remarque. Vous avez dit une chose assez juste. Monsieur le sénateur, vous avez dit beaucoup d'ouvrages qui datent d'après la guerre vont arriver en fin de vie aujourd'hui. Oui. Mais on a la chance. On a une expérience dont on peut tirer parti. C'est celle des pays où on a fait les grands réseaux autoroutiers ou des grands ouvrages avant la guerre, pendant la crise, après la crise de 29, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, où ici on a vu aux États-Unis, il y a eu beaucoup de ponts qui se sont effondrés. Il y en a eu quelques-uns en Allemagne,
Hein. Et puis il y en a eu ailleurs, mais ailleurs, on dit, quand c'est à Mexico, on dit parce qu'ils ne savent pas faire. Mais, voilà. Mais c'est très injuste. Mais donc on sait on peut savoir ce qui va se passer. Donc il faut effectivement, comme l'a très bien recommandé le rapport de Monsieur le Sénateur et de Michel Dagbert, hein, j'allais dire, hausser à la fois les préconisations, mais aussi les moyens à mettre en œuvre, parce que ici, comment dire, si les sociétés autoroutières et concessionnaires ont les moyens de le faire, et puis l'obligation, hein, pour le reste, c'est moins évident. Il n'y a pas d'obligation, ouais. Donc vous soulignez plus le problème de compétences ou de connaissances que le problème de moyens. Oui, tout à fait. Oui. Reprenez le micro. Oui, non, mais tout à fait. Diminution de l'accompagnement, oui. Hein, après la disparition du ministère de l'Équipement. Hein. Ça me semble être assez flagrant. Avec une dimension autre quand même qu'on doit prendre en plus, l'effet du changement climatique également sur les bâtiments, les infrastructures. Oui, bien évidemment, on voit que les phénomènes de crues peuvent emporter un pont. Hein, pas forcément les plus importants d'entre eux, mais on l'a vu dans le sud de la France il y a 2 ans. Hein, du côté de chez votre ami Louis Nègre, notre ami commun. Mais, comment dirais-je, on peut aussi avoir des phénomènes de réchauffement, de refroidissement qui fragilisent les ouvrages. J'allais vous poser une question là. Il y a des gens mieux que moi, plus compétents que moi pour en parler à cette tribune, j'imagine. Oui, parce que je rappelle ce chiffre, les dégâts sur les bâtiments et les habitations. Il y a le chiffre de France Assureur sur la sécheresse de cet été, donc entre 1,6 et 2,4 milliards d'euros quand même, rien que pour cet été, et sur les mouvements, dû à des mouvements des terrains argileux qui se contractent et regonflent. Donc il faudra construire autrement, sans doute aussi, et rigidifier. Donc la vulnérabilité des bâtiments, des constructions est différente. Enfin, elle évolue dans le temps. Est-ce que la fiabilité doit être du coup aussi différente? C'est peut-être une question que je vais vous poser à vous avec ces dimensions. Je vous présente d'abord quand même Sophie Bondou. Stéphanie, pardon, j'ai mis Sophie sur ma fiche. Stéphanie, exactement. Stéphanie Mondou, directrice de la certification et de l'évaluation de Hoffmann Green Cement. Vous allez, donc, société qui a été créée en 2014, qui est en Vendée, qui produit du ciment sans clinker. Donc, vous allez peut-être nous expliquer comment vous faites, avec du laitier sidérurgique, mais même en disant ça, il faut donner un peu plus de détails, je pense. Quand on n'a jamais visité de hauts fourneaux, on se rend pas compte. Et sur cette évolution de la fiabilité, est-ce que pour un produit nouveau comme le vôtre, il faut innover? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, fiable pour un produit nouveau? Comment on sait combien de temps il va durer, comment il évolue dans le temps, comment il réagit? Je vais présenter un peu l'entreprise pour comprendre la spécificité. Donc Hoffmann est une entreprise très jeune puisqu'elle a été fondée en 2014 par 2 entrepreneurs. Le ciment aujourd'hui, c'est 7% des émissions de CO2 dans le monde. C'est énorme, on ne s'en rend pas compte parce qu'en fait, le ciment, on l'utilise donc pour le béton, et le béton, on en met partout. Aujourd'hui, dans les ponts, mais aussi dans les habitations, on en met sur les routes, donc on a une consommation de ciment qui est énorme. Soit l'équivalent du 3e pays, c'est ça, c'est plus exactement. Que l'Europe, tous les pays européens réunis. C'est ça, c'est un 3e continent dans le classement. Si je peux appeler ça un classement, c'est pas très glorieux, mais voilà. Donc, le ciment traditionnel qui a 200 ans maintenant et qui est éprouvé, qui est fiable, ça on a pu un remettre, il est fiable quand on l'entretient. Voilà, c'est très important. Le grand point. C'est une des conclusions, c'est que le béton, il est fiable quand on l'entretient. Et ça a bien été dit. Son souci, c'est qu'il faut cuire le calcaire à 1450 degrés pendant 18 heures. Et ça émet énormément de CO2. Et donc la filière ciment travaille à améliorer un petit peu les cuissons, etc. Nous, chez Hoffmann, on a fait un choix différent, c'est de modifier le matériau à la base. On fait du ciment à froid. On ne cuit plus, et donc on a beaucoup moins d'émissions. On divise par 5 les émissions de CO2 sur le ciment. Par 5 ? Oui. Par tonne de ciment, on gagne 600 kg de CO2.
on a 16 millions de tonnes de ciment par an qui sont produites. Donc vous pouvez faire rapidement une multiplication, ça fait beaucoup de CO2 économisé. Et surtout, c'est une solution qu'on apporte maintenant. Pas en 2030, pas en 2050, c'est maintenant, on a la solution. Alors, ceci étant dit, on produit en France nos ciments à très faible taux de CO2, d'émissions de CO2, mais ça reste une innovation. Dans le bâtiment, on a l'habitude, et je pense que c'est très bien, de se faire attention au retour d'expérience, à regarder comment ça a été fait avant, et d'avoir cette culture de la fiabilité, de la durabilité. Et je pense que c'est très très bien. Mais quand on a une innovation, il va falloir compenser ce manque d'expérience par une très bonne connaissance de nos produits. Et quand on a une innovation, on doit innover de A à Z. Et ça va jusqu'à la méthode d'essai. Voilà, puisque une méthode d'essai pour un ciment dit traditionnel ne sera pas forcément adaptée à nos ciments. Et là, on a la chance en France d'avoir des très très bons connaisseurs. Hoffmann travaille avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, ou avec le CEREMA, avec des universités, qui nous permettent de mettre autour de la table des spécialistes et de pouvoir avancer. Puisque pour ce qui est du ciment et du béton à base de ciment Hoffmann, il faut prouver déjà la durabilité, c'est-à-dire qu'un bâtiment, ça peut être 50 ans de durée de vie attendue, un ouvrage d'art, un pont, un tunnel, ça va être 100 ans. 100 ans. Exactement. Donc il faut s'engager pour les 100 prochaines années. Et donc, on fait des essais qui montrent que les attaques chimiques, que la vie, on va dire, la vie du bâtiment ne sera pas affectée sur 50 ou 100 ans. Voilà. Après, il faut que le produit soit performant, et on a des résistances. Si on veut que le bâtiment tienne des années, comme cette ancienne chapelle, il va falloir qu'il y ait des performances mécaniques. 1619. Il va falloir faire tout un tas d'essais mécaniques, parce que le bâtiment, il peut être en zone sismique, il peut subir des incendies. Là, on est invité par l'AFCAB, et du coup, on doit par exemple prouver que les armatures tiennent dans le béton. C'est très bête, c'est très basique. Mais selon le type de ciment, l'armature va plus ou moins bien tenir. Elle va avoir une adhérence qui est différente. Et dans ces cas-là, le code de calcul devrait être adapté. Voilà. Parce qu'on a aujourd'hui l'Eurocode, qui est notre code de calcul dans le béton. C'est pas dit qu'avec un nouveau ciment, il va fonctionner. Et ça, on doit prouver ça, parce que derrière, quand on construit, on a le contrôle technique et les assureurs. Et les assureurs, ces personnes-là, sont là pour protéger les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage. Et on se doit de prouver que ça tient. Voilà. Donc, c'est des heures de tests. Enfin, combien de tests vous avez ? Des années de tests. C'est des années. Et pourtant, on va vite. On va vite parce que... Depuis 2014, oui, vous avez déjà des certificats. Exactement. On est la première entreprise à avoir mis sur le marché un ciment qui est évalué et qui est donc assurable. Oui. C'est plusieurs millions d'euros par technologie, donc c'est très très cher. Et c'est très long parce que quand on parle de durabilité, on ne peut pas se presser sur des essais de durabilité. Ça ne va pas ensemble. Non. Voilà, c'est incompatible, sinon on risquerait d'avoir des résultats faussés. Et en plus, vous travaillez sur des technologies différentes. Exactement. C'est pas juste une seule. Non, on a plusieurs technologies. On a la technologie la plus avancée qui est à base de laitier de haut fourneau. Donc l'entreprise, elle a fait un choix très fort de n'utiliser que des coproduits. Donc des déchets des autres. Des autres industries. Pour être un peu dans un cercle vertueux, de ne pas aller puiser des matières premières, alors qu'on pourrait réutiliser des choses qui sont aujourd'hui dans des tas... Donc pas de chaux, enfin il n'y a pas de... Voilà, on a 80% de laitier sur certaines technologies, on a du métakaolin qui est issu de boues d'argile, on a des cendres de biomasse, voilà, on a un certain nombre de coproduits qu'on peut utiliser, et l'activation vient en faire du béton, sans avoir à utiliser de clinker. Voilà. Je vais vous poser une question, puisque vous avez, comme vous venez de le dire, un certain nombre de certificats déjà en France. Vous allez très vite aussi à l'international. Tout à fait. Parce que le marché, voilà.
Et là, la demande est là pour du ciment vert, en tout cas produit différemment. Ce concept, on a une autre vision de la fiabilité, Tout à fait. Oui, en dans France, d'autres pays. on a une spécificité qui est la loi Spinetta, qui justement impose l'assurance pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, et qui a créé le contrôle technique. Et donc, on a cette culture de la fiabilité qu'on n'aura pas forcément ou pas aussi développée dans d'autres pays. Et chaque pays a ses propres règles. Et en général, de ce que je peux constater depuis 15 ans que je suis dans ce métier-là, il y a certains pays comme l'Allemagne où c'est très développé et d'autres où c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus ouvert du coup à l'innovation. Voilà. Donc là où vous il y a des allez pays où c'est plus simple justement pour l'innovation. Oui, vous allez ne serait-ce que chez nos voisins suisses ou espagnols. Et c'est beaucoup plus simple. La responsabilité est aussi portée par l'entrepreneur. D'accord, voilà. D'accord. C'est plus simple d'imposer, de simple. venir avec un nouveau produit. Ouais. Je vais me tourner vers Bayla Demey qui est juste à côté, qui a un micro devant lui, voilà. Puisque vous êtes ingénieur sur le secteur pont-canal de la Somme de la Société du canal Seine-Nord Europe, qui est le canal qui va relier Compiègne à Cambrai. Je pense qu'on a une petite image qui vous montre où se trouve cet ouvrage, où va se trouver cet ouvrage, parce que pour le moment, je ne sais pas si on peut le projeter pour qu'on vous explique un tout petit peu plus ce sur quoi Monsieur Demey travaille. Voilà, il va arriver. Puisque je vais vous poser une question très, très concrète sur la fiabilité sur le terrain. Vous avez d'abord travaillé sur une des lignes du Grand Paris Express. Maintenant, vous travaillez dans une zone agricole, Natura 2000, donc rien à voir, il n'y a pas d'habitation à côté, mais vous avez des contraintes autres. Donc, vous étiez sur la ligne 15, c'est ça que je voulais rappeler, du Grand Paris Express. Qu'est-ce que ça veut dire sur place? Enfin, présentez-nous d'abord le projet qui est quand même impressionnant. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, Bayla Demey. Je suis actuellement en poste au Pont Canal de Seine-Nord Europe. Donc, je me présente. Donc, Bayla Demey. Je suis ingénieur infra donc, du Pont Canal au sein de la société Canal Seine-Nord Europe. Le Canal Seine-Nord Europe, donc, c'est un réseau donc, de canal, donc infrastructure en quelque sorte, composé de plusieurs ouvrages qui va du canal de la Sensée à Aubanchel au Bac dans le nord jusqu'à Compiègne, sur un linéaire de 107 km. Donc sur ce réseau-là, on traverse plusieurs ouvrages déjà. Donc on a des autoroutes à 26, à 29, entre autres. Et puis on traverse aussi la vallée de la Somme. On longe, on traverse le canal de la Somme aussi en quelque sorte. D'ailleurs, c'est là où on a le franchissement avec le pont canal, qui est un ouvrage de 1330 mètres donc de longueur aujourd'hui. Je ne vais pas m'appesantir un peu sur cet ouvrage parce qu'aujourd'hui, il est en procédure de marché. Donc, on ne peut pas en parler. Voilà. Par contre, géographiquement, on a 4 secteurs pour le projet. Donc, de secteur 1 à Compiègne jusqu'au secteur 4 dans le nord. Et puis, on a 2 autres secteurs fonctionnels. C'est le S5 qui regroupe les écluses. On en a 7, dont 6 sur le réseau principal et une écluse avec la jonction du canal Nord à Allen. Et puis il y a le secteur 6 qui fait le pont du canal, donc c'est l'ouvrage du pont du canal, plus 2 avant-ports nord et sud, donc sur un linéaire de 3 km. Pour parler un peu de la fiabilité, donc vous l'avez évoqué au début. Oui, exactement. Vous êtes donc les travaux n'ont pas commencé. Enfin, vous êtes sur la phase initiale, peut-être. Sauf le secteur 1. Voilà. Aujourd'hui, on commence parce que il y a un peu une partie où on peut écarter l'Oise. Vous pouvez juste mettre un tout petit peu plus. Vous m'entendez? Alors, oui, voilà. Merci. Sur la partie sud à Compiègne, les travaux ont commencé en fait, donc de terrassement depuis septembre là. D'accord. Voilà. Pour les autres secteurs, on est déjà sur les marchés. Donc, ils sont en loi MOP classique, sauf le secteur 6 du pont canal où on est en procédure de conception-réalisation. Et justement, pour revenir à ma question qui était, vous avez d'abord suivi un chantier qui est en zone urbaine avec le Grand Paris Express, où vous faisiez des réunions d'information. Vous le faites là aussi pour ce genre de... Oui,
D'ailleurs, hier soir, il y avait une réunion déjà publique à Péronne, donc j'ai pas été, mais j'ai été une fois à une réunion à Cléry-sur-Somme, parce que c'est le secteur, donc on est entre Péronne et Cléry. Donc là, on est en zone agricole. Qu'est-ce que vous avez comme... Oui, quand on y va aujourd'hui, c'est des terroirs, on traverse beaucoup les champs, donc c'est une zone très agricole, donc des agriculteurs. Le canal aussi, il est fait pour ça, donc quelque part... Il est fait pour ça, voilà, pour le transport fluvial. Oui, le transport fluvial à grand gabarit, c'est des bateaux... l'équivalent de 20 camions, donc ah oui. 4400 tonnes. Donc voilà. Ce qui fait que, entre autres aussi, les agriculteurs pourront s'en servir. Donc, oui, ils voient l'utilité de l'ouvrage. Oui. Parce qu'on a aussi un réservoir qu'on voit aussi le point bleu au nord de Cléry, à Allen, en fait, donc qu'on appelle le bassin de l'Ouette. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des questions sur la fiabilité d'un ouvrage dans ce genre de réunion d'information? Je peux comprendre que pour une ligne de train, on se pose la question éventuellement lors de la construction, quand on est riverain. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent sur la fiabilité de ce genre de... Oui. Pour les lignes de train, déjà, il y a une sécurité ferroviaire qui apporte cette fiabilité aussi en plus de ce qu'on a traditionnellement. Parce que quand une ligne traverse une ville, le train, c'est guidé, donc ce n'est pas une voiture. Donc il y a beaucoup de mesures de sécurité ferroviaire donc derrière. Comme je suis maintenant dans le canal, je vais plonger dans l'eau directement. Donc voilà. En ce qui concerne les canaux, là, on est plutôt découpé à ce qu'on appelle des barrages. C'est régi par le Code de l'environnement. D'accord. Si vous avez souvenir ou vous avez fouillé les documents, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé à Malpassé, au sud de la France, je crois en 1959. Oui. Donc, à partir de là, les services de l'État ou l'État a diligenté certains règlements, a instauré une certaine réglementation. D'accord. Donc, on est déjà très pressé, oui. Voilà, excusez-moi. Très pressé par le Code de l'environnement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Déjà, en amont de tout dossier, il y a ce qu'on appelle les études de danger qu'on présente. Les études de danger, c'est de justifier toute la partie danger, notamment, par exemple, s'il y a une brèche qui s'ouvre, comment ça va gérer en inondation de la zone, et ainsi de suite. Gardez-le bien. Oui, voilà. Donc, excusez-moi, je suis en train de bouger. On va regarder, madame. Oui. Donc, voilà. Les études de danger permettent en sorte, c'est fait par des techniciens hydrauliques, donc des ingénieurs aussi, qui doivent concevoir les ouvrages hydrauliques en fiabilisant, permettant aussi d'éviter des inondations ou de prendre des dispositifs nécessaires en cas d'inondation pour éviter quand même ce qui s'est passé à Malpassé. D'accord. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le processus normal de conception des ouvrages qui se passe avec aujourd'hui l'Eurocode qui nous apporte quand même pas mal, les Eurocodes, qui nous apporte pas mal d'éléments pour fiabiliser les ouvrages, notamment, il y a les calculs, mais certes aussi, il y a le suivi des ouvrages, que ce soit en conception et en exécution, par la qualité. Donc, ça, il le faut souligner. Donc, voilà. Et puis, déjà, même tout ça, une fois que c'est fait, il y a une validation des services, encore d'autres services de l'État, qu'on appelle le CTPBH, Comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques, qui doivent donner leur aval pour l'exécution des travaux. Donc ça, c'est déjà 2 validations, 2 contrôles avant construction, voilà. Et ensuite, quand vous commencez en plus de la conception, à construire. Et une fois qu'on est en exécution, il y a toute la partie aussi de l'Eurocode qu'on a choisi déjà, qu'on a reporté dans nos CCTP, à savoir toute la partie contrôle, qualité derrière. Donc, notamment sur les contrôles de design ou les contrôles d'exécution. Sur place, oui. Voilà. En plus de la robustesse quand même des normes de calcul. Donc, tout ça, c'est pris en compte. D'accord. Et donc, à la fin de la mise à l'eau aussi, donc il faut une validation, c'est comme les finale, pour des gars. Ouais. Donc il faut une validation de l'État, des services de l'État aussi. Donc on vérifie 4 fois? Oui, autant de fois. Je dirais même pas 4 fois, mais autant de fois. Donc voilà. Autant de fois que. Voilà. Et est-ce que l'ouvrage a, puisqu'on a parlé avec Monsieur Chiez du carnet de santé, l'état civil, ça a l'air d'être correct du coup pour l'ouvrage qui va naître. Le carnet de santé, il a le suivi dans le temps. Vous construisez là pour 100 ans, mais même plus, en fait. Oui, les ouvrages génie civil en général sont conçus pour 100 ans, comme évoqué Stéphanie. Voilà. Contrairement au bâtiment, on est sur des cinquantennales, donc voilà. C'est que j'ai oublié aussi un facteur, comme dans les ouvrages ferroviaires, comme dans ces ouvrages, parce que c'est des ouvrages quand même
qui sont gérés par des gestionnaires quand même qui sont choisis. Hein. Donc, on a le VNF pour le canal. Oui. Et le Grand Paris, on avait RATP-GI. Hein, donc, voilà. Donc, il y a toutes les préconisations de la maintenance déjà qui sont absorbées dans la conception. D'accord. Qui sont prises en compte dans la conception. Ce qui fait qu'à la fin, l'ouvrage est livré, mais il est maintenable. Parce que ça, c'est très important. Oui, dans le temps. Monsieur Chiez a évoqué des ouvrages non identifiés en quelque sorte. Oui. Oui. Après, si on ouvrage non identifié, on va le... Si on n'identifie pas un ouvrage, forcément, donc, au lieu d'OFNI, on est c'est compliqué d'allouer des budgets ou des ressources pour le maintenir, donc, en quelque sorte. Mais là, c'est identifié déjà, le mainteneur est identifié en amont. Et pour les prochaines années, enfin voilà, on sait à qui il appartient, à qui va appartenir, qui va l'entretenir, tout ça est déjà défini. Oui, on sait déjà dès le début qui va l'exploiter en quelque sorte. Donc, cet exploitant va préconiser tous les éléments nécessaires pour la maintenabilité de l'ouvrage. Donc, il nous apporte aussi leurs éléments de programme en fait, dans la conception, qui va être intégré directement au début. Très bien. Je passe à vous, Monsieur Piron, Vincent Piron, donc directeur du groupe de travail économie des concessions de la Fédération des industries européennes de la construction, et vous êtes président de Piron Consulting, votre activité de consultant, puisque vous êtes quand on s'est appelé pour présenter, enfin pour préparer cette table ronde, vous m'avez dit je suis un ancien ingénieur des ponts et chaussées et je suis une spécialiste des autoroutes, mais pas que. Donc peut-être vous allez nous raconter cela. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant dans notre échange était c'est que vous mettez l'accent sur les usagers. On les oublie souvent, et la fiabilité au sens qu'est-ce que ça signifie pour moi usager d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un pont. On a beaucoup parlé des ponts déjà, mais l'autoroute également, les bâtiments publics. Et j'aimerais qu'on développe un peu votre point sur construire, oui, mais pourquoi faire, et surtout toutes les externalités positives d'une construction. Vous avez, il ne faut pas regarder juste la construction en soi, mais qu'est-ce qu'on va en faire, pour combien de temps, comment on l'entretient. Est-ce que je peux vous lancer là-dessus? Oui, j'ai démarré ma carrière comme ingénieur des ponts à l'ancienne. Je dois être un des derniers dinosaures qui restent de la bonne époque où le ministère de l'Équipement, effectivement, avait des compétences et servait d'appui aux collectivités locales. D'ailleurs, j'ai passé quelques temps à Lyon, où vous savez coulent trois fleuves, hein, le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Et j'avais été nommé parfaitement par hasard, un an après la chute du pont de Tours, qui avait un peu traumatisé tout le monde à l'équipement. On s'est dit, putain, on ne sait plus faire un pont, quoi. On ne sait plus les entretenir. Et du coup, dans ma division, il y avait une subdivision chargée spécifiquement de l'entretien des ouvrages d'art. J'avais 332 ponts, je me souviens très bien, donc on s'est précipité sur... 332 ? Oui. Oui, et pourtant le département du Rhône, il est petit. Hein. Ouais. Mais il y avait quand même 332 ponts. Et y compris les voiries communales, puisqu'à l'époque, on s'occupait encore directement des communes. Et le premier point, ça a été de faire un recensement. Où sont les ponts? Dans quel état ils sont? Et ça a été très long. Ça a pris 2 ans. Alors, comme le Rhône... C'est long et pas long. Pour un pont qui est là depuis 50 ans, 60 ans, 2 ans pour... Oui, mais 2 ans pour recenser 300 ponts, ça prouve que c'est compliqué. Je ne parle pas de l'entretien. Oui. C'est uniquement le recensement. Oui. Alors après, on a bien vu, on a fait des analyses pour voir ce qui se passait, notamment le Rhône est un fleuve un peu énergique, il a tendance à fouiller les piles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des piles qui ne tenaient plus que sur la moitié de la surface. Ah oui. Oui, c'était à fouiller en bas. On envoie des plongeurs courageux et ils vous disent, tiens, il n'y a plus rien sous la pile. Alors on leur dit, écoutez, revenez immédiatement à la surface, on va s'en occuper. Et donc, on a eu un gros programme de renforcement d'ouvrages, d'identification d'ouvrages, etc. Bon, je ne sais pas après ce que c'est devenu, mais c'était une des actions par hasard que j'ai menées là-dessus, qui était tout à fait intéressante. Alors, pour revenir à votre deuxième...
Oui, j'ajoute une anecdote. On a changé les câbles d'une passerelle à l'île Barbe, et c'était des câbles qui dataient de 1880. On s'est dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On avait les archives, on a identifié la coulée qui avait servi à faire ces câbles. Ce n'étaient pas des câbles à taureau, c'était des câbles d'un coup. Et on a regardé dans les archives quelles étaient les autres passerelles qui avaient été construites avec la même coulée. Pour vous dire que, ça c'était dans les années 75, dans les années 80, qu'on pouvait retrouver quand même beaucoup de décennies plus tard, à condition que les archives soient bien tenues, et identifier les dangers. Alors c'est peut-être un cas unique en France, mais voilà l'exemple de ce que donne le carnet de santé des ponts que notre ami Tridon a contribué à lancer. Le stockage de l'information est essentiel. Bon, pour revenir à votre question sur le client, l'usager, oui. Oui, sur l'entretien, enfin voilà, et le client. Non, d'abord sur le client, tout à fait. D'abord, il y a le client. Oui. Eh bien, quand la puissance publique, c'est-à-dire les gens qui nous prélèvent des impôts, utilisent cet argent pour faire quelque chose, il faut que ce soit utile. Alors, utile, c'est un sens commun, on voit bien ce que ça veut dire, mais c'est également l'utilité est une grandeur économique qui a été bien définie par un ingénieur général des ponts dans les années 1844 et qui s'appelait Jules Dupuy, qui avait des ponts à entretenir et à payer, et il n'avait pas d'argent budgétaire, bien sûr. Bon. Ah, déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque. Et donc, je me suis attaché dans l'évolution de mes occupations ultérieures, j'étais moins technicien et plus fonctionnel. À qui et à quoi sert ce qu'on construit avec l'argent public? C'est une bonne question. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites en amont des ouvrages, par exemple pour le canal Seine-Nord, qui est un objet qui a été étudié pendant très longtemps. J'espère qu'il y aura un suivi de à quoi et à qui il sert, c'est-à-dire, alors à qui sert? Il va y avoir aux agriculteurs, il va y avoir les bateliers, les péniches, les grosses, les petites. Mais après, il faut regarder qu'est-ce que transportent les péniches et qui utilise les objets transportés. Il faut regarder... Il y a quand même une question aussi, est-ce qu'il y a assez d'eau? Tout l'écosystème qui vient autour d'une route ou d'un bâtiment. Et ce que je dis, c'est qu'une infrastructure, ce n'est pas un objet, ça c'est la vision de l'ingénieur, je dis c'est un service. Comme le téléphone mobile, vous vous intéressez pas tellement au téléphone lui-même, vous vous intéressez au fait qu'il marche. Oui. Vous pouvez appeler telle ou telle personne. Donc l'objet raisonnablement fiable, au moins pendant 5 ans, il n'est pas très intéressant. Je sais qu'il y a des passionnés qui veulent toujours le dernier, mais en fait, ce n'est pas l'objet qui est intéressant, c'est le service qu'il rend, c'est la fonction. Il faut regarder, ce que j'ai fait, moi, c'est de regarder les routes, enfin les infras, du point de vue fonctionnel. Vous prenez un aéroport, par exemple, vous dites, bon voilà, il y a 1 million de passagers, très bien. C'est qui a payé leur billet? Où est-ce qu'ils vont? À quoi ça sert? Et c'est ça qu'on appelle les externalités. Oui, le nom est pompeux, mais c'est ça que ça veut dire. Et ça peut se chiffrer. Alors, il se trouve qu'en ce moment, hasard parfait, je travaille à Abidjan sur un programme d'entretien des routes. Okay. Donc, il ne s'agit pas du tout de construire des routes nouvelles, ça c'est financé par ailleurs, mais il y a des gens qui ont financé un programme d'entretien qui commence par quel est l'état du réseau, donc relevé avec des trucs FW. Vous avez quelques chiffres etc. sur le réseau? Enfin, c'est de quel ordre? C'est beaucoup de kilomètres? Non, pas tellement, il y en a 7000. D'accord. Il y en a en gros 1000 qui sont en bon état, des routes revêtues, mais il y a 6000 km de routes en terre. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Oui. Parce que quand il pleut, il se passe des trucs, quoi. Oui. Donc, une phase de connaissance de ce qu'on a. Il y a 52 ponts bien identifiés qui ont été mesurés. 52, c'est moins que 250 000. C'est vrai que c'est plus simple.
Bah oui, parce que les gens sont pas fous là-bas, ils s'amusent pas à faire des ponts partout, ils restent sur la terre ferme. Et puis après, il y a une phase de calcul, de prévision de l'évolution des ouvrages, à quelle vitesse ils vont se détériorer. Puis une phase de proposition de solutions d'entretien avec budget. Et moi, je m'occupe de l'analyse économique de tout ça, de voir qui paye pour qui, qu'est-ce que ça rapporte au pays et qu'est-ce que ça coûterait de ne pas entretenir. J'ai rendez-vous avec le ministre des Finances dans 15 jours pour lui expliquer le processus, parce qu'il me dit la maintenance, ça coûte. Moi, je dis non, la maintenance, ça rapporte. Oui. Ça rapporte par cette mécanique. C'est pas du gain net, mais c'est du manque à perdre. Et la notion de manque à perdre avec le trou budgétaire qui vient derrière, il y est très sensible, surtout en ce moment avec l'Ukraine. Oui, tout à voilà. fait. Pour répondre rapidement. Mais cette notion, on l'a pour d'autres produits. Ah ben n'importe qui, à titre privé, qui a une maison, c'est que s'il l'entretien. Si il l'entretient pas, la maison se déprécie. S'il y a une voiture qui tombe en panne, si on monte dans un avion, ben, on a confiance que la compagnie a fait des calculs sur chacune des pièces de l'avion avec le MTBF, comme on dit, le mean time between failure, etc. Quotidiennement, on intègre cette notion de confiance, d'entretien et de garantie. Quand vous achetez un objet, vous regardez en général la marque. Et la marque est une façon de penser garantie. Bon, il y a des trucs vraiment à la mode, et puis vous achetez des chiffons pour 3 sous fabriqués au Pakistan. Non, mais j'écarte ça. Mais si vous achetez des trucs un peu sérieux, j'en sais rien, un appareil photo, une casserole, etc., vous regardez la marque. Et la marque est, dans votre tête, une image de fiabilité. Et c'est pour ça que les marques ont de la valeur, c'est que vous vendez de la fiabilité. Et c'est exactement ce que vous faites avec la certification des armatures. Vous vendez de la fiabilité. Vous vendez de la certitude. Donc, réduction des assurances, etc. Et la certitude est importante. Si je prends une analogie dans le domaine des transports, on a parlé des autoroutes. Comme j'ai travaillé 20 ans chez Vinci, je vois à peu près. Des autoroutes vendent du temps. Vous payez et vous êtes sûr, par rapport à la route d'à côté, vous gagnez d'arriver plus rapidement. Mais les autoroutes vendent quelque chose qui est encore beaucoup plus fort. Ils vendent de la certitude de durée du temps. Ils vendent de la prévisibilité. Et on peut avoir dans la solidité des matériaux la même approche. Vous achetez, vous faites construire une maison par l'entreprise A, vous avez de confiance qu'elle ne tombera pas. Vous prenez l'entreprise B que vous ne connaissez pas, vous avez moins confiance parce que vous n'avez pas toutes vos références dans la tête de fiabilité qui proviennent de certifications, etc. Vous voulez peut-être réagir à cela? Non? Non, parce que je vous ai vu avec le micro, je me suis dit, il est prêt à bondir, mais non, vous vouliez pas réagir à ça. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Pourquoi on a passé de culture? Oui, voilà. Prenez le micro, monsieur Durand, s'il vous plaît. J'ajouterais autant que les autoroutes apportent aussi de la sécurité. Hein, et ça, c'est aussi quelque chose de très important, qui a une valeur qui est de plus en plus importante. Hein. C'est-à-dire que la vie humaine a un prix et la mortalité sur les autoroutes, l'accidentologie est beaucoup plus faible que sur le réseau national. Et comment vous l'expliquez qu'on arrive à le reconnaître, à avoir cette culture-là pour l'autoroute et pas pour des bâtiments ou pour des ponts, justement? Ben parce que dans les autoroutes, on passe un contrat entre l'État et les sociétés concessionnaires. Et l'État est très exigeant vis-à-vis de la société concessionnaire. Il contrôle régulièrement l'exécution du contrat, la qualité de cette exécution. Il est beaucoup moins exigeant pour lui-même, hein, parce qu'il n'en a pas les moyens. Hein. Ce qui fait le succès de l'autoroute, c'est qu'elle est tarifée, c'est qu'elle génère une recette. Oui. Et donc, dans cette recette, il y a la rémunération des sociétés autoroutières, il y a le remboursement des emprunts, mais il y a aussi, hein, bien évidemment, la maintenance, hein, et, j'allais dire, le fonctionnement, parce que, enfin, le dernier sujet, c'est que les autoroutes, ça apporte une
une qualité de service qui est très supérieure à, comment dirais-je, aux autres infrastructures routières. Moi, dans ma région, j'ai des autoroutes gratuites, notamment entre Caen et Rennes, et des autoroutes concédées. Quand vous prenez l'autoroute gratuite, c'est très bien, c'est agréable même pour beaucoup d'usagers. Simplement, il ne faut pas tomber en panne, il faut avoir fait le plein. Oui. Il y a une station, j'allais dire, de service et de pétrolière sur l'itinéraire. Quand vous prenez une autoroute concédée, vous en avez 4 ou 5. Donc, vous voyez, la qualité de service n'est pas la même. Stéphanie, j'ai vu que vous vouliez réagir. La fiabilité, c'est aussi un choix. C'est des investissements à court terme qui vont porter des fruits à long terme. Désolée, mais des fois la politique est un peu court-termiste et de se dire on investit à court terme pour quelque chose qui portera ses fruits pour mes successeurs. Bon, il n'y a pas toujours ce choix-là qui est fait. Il y avait M. Deme qui parlait de la conception. On peut concevoir un bâtiment à bas coût en sachant que dans 30 ans, on devra le refaire, ou de mettre un peu plus à la conception pour qu'il soit maintenable et qu'il dure plus dans le temps. En fait, il y a des choix à faire dès le début, en conception, et qui auront un impact sur la durée de vie du bâtiment. Moi, je me bats aujourd'hui avec ma ville, qui est une petite ville, mais qui a fait construire des écoles il y a 30 ans, qui ne les a pas maintenues et qui doit les détruire maintenant. Et je leur dis, refaites pas les mêmes erreurs. Oui, et il y a une vision de plus long terme pour qu'on puisse les entretenir facilement. Une vision durable. Mais est-ce qu'on l'a pour les maisons? On commence à l'avoir pour les maisons et c'est peut-être plus compliqué pour des bâtiments publics? C'est des choix, je pense. Non? Je ne sais pas si c'est difficile ou si c'est un choix à faire avec les budgets qui sont disponibles. Moi, je crois qu'effectivement, voilà, c'est aussi une question qui est liée à l'évolution de la société et de la demande de la société. Il y a eu une époque un besoin fort, par exemple en logement, et on a fait beaucoup de logements rapidement, mais avec des moyens qui ne prenaient pas en compte effectivement la durabilité des ouvrages. Je crois que de plus en plus, et c'est tant mieux, même s'il y a encore des progrès à faire, la notion de durable s'inscrit dans les politiques publiques. Et donc, on peut espérer que dans les années qui viennent, on n'ait plus effectivement cette approche qui était plutôt consumériste dans la. Oui, enfin, voilà, oui, on est sur du jetable en réalité. Oui, mais qui a été lié aussi, et c'est une réalité, au fait que peut-être certains élus voyaient ça à l'échéance de leur mandat ou de leur mandat successif, mais donc à échéance courte. Là, je suis en train de militer pour dire qu'il faut que les mandats durent plus longtemps. Non, c'est pas. On l'a noté. C'est pas mon propos. Non, je pense qu'il faut avoir cette notion d'intérêt général et faire en sorte que tous les investissements, peut-être, alors j'allais dire surinvestissement entre guillemets, réalisés dans une construction, soient des économies de fonctionnement, mais qui soient partagées. Parce que le problème du logement, c'est donc un bon exemple, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous faites un logement finalement haut de gamme, d'un point de vue environnemental, l'investisseur ne va pas en faire l'économie. Oui. Parce que c'est effectivement le locataire qui va en faire l'économie. Mais indirectement, c'est quand même la collectivité avec un grand C qui doit le faire. Et c'est ça qu'il faudrait pousser et intégrer dans les choix d'investissement. Qu'on commence à avoir pour des produits. Enfin, à titre individuel, on fait des choix différents. Oui. Il y a peut-être un sujet sur lequel le législateur devra réfléchir. C'est celui des critères des appels d'offres. Actuellement, le critère du mieux-disant est encore le critère qui est le plus souvent valorisé. On sait qu'on peut aussi on peut choisir une entreprise parce qu'elle est mieux disante que moins disante, mais on le voit sur un certain nombre de critères, et notamment les critères environnementaux, les critères sociaux, on a probablement des progrès à faire. Moi, j'ai fait une opération, il y a maintenant une dizaine d'années, de rénovation de l'habitat pour une meilleure isolation thermique sur 700 logements.
Donc on était plutôt content de notre opération. Le président de la République est venu l'inaugurer. Bon. Et puis, 1 an ou 1 an et demi après, je retourne dans le quartier et je vais dans un café qui était un peu au centre, j'allais dire, des rencontres dans ce quartier. Et puis je dis aux gens, ben, vous êtes contents, on a fait ce travail, et puis ça a procuré de l'emploi. Et là, j'ai eu la surprise de voir que l'emploi, ça n'avait pas été exactement ce que nous avions imaginé. Et les gens m'ont dit, oui, tu parles d'emploi, c'était tous des Polacs qui sont venus et repartis. Qui sont venus ici parce que les entreprises qui avaient, comment dire, obtenu le marché avaient sous-traité pour un certain nombre d'opérations, je pense aux plaquistes ou les choses comme ça. Et finalement, on n'a pas réussi à avoir une approche sociale en faveur de l'emploi, ce qu'on avait probablement imaginé, hein. Mais ici, on manquait d'outils pour garantir ces choses-là. Sur le plan environnemental, on voit, les collègues disent que c'est parfois aussi difficile d'obtenir un certain nombre de prestations dans les appels d'offres qu'ils font. Et je pense que là, on a intérêt à peut-être regarder, à mieux préparer les appels d'offres, avoir une meilleure technicité dans le sujet, pour faire en sorte qu'on puisse à la fois hausser la qualité, mais aussi avoir un résultat sur le plan économique, social, sociétal. Ce qui va dans le sens de ce que vous avez dit. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a un ciment qui est dit bas carbone, mais rien ne définit ce que c'est le bas carbone. Donc, beaucoup se revendiquent bas carbone, éco, etc. Oui. C'est pour ça que moi, je donne des chiffres souvent, parce que c'est plus parlant, mais au moins, c'est assez factuel. Je suis quand même scientifique à la base. Et ça peut amener à du greenwashing. Il y a beaucoup de verdissement d'activités. C'est pour ça que nous, chez Hoffmann, on a choisi de se baser sur du factuel. Et nos partenaires, de plus en plus, justement, essayent d'objectiver ce qu'est réellement bas carbone, quel est le gain qui est attendu, pour vraiment avoir une base, mesurer quelque chose de fiable. Oui. Je me tourne vers la salle. Il y a peut-être des questions dans la salle qu'on peut prendre. Ah, vous vouliez Ah oui. Je voulais parler d'un dernier mot sur la fiabilité. Parce qu'en France, quand même, quand on parle de fiabilité, il ne faut pas l'oublier, c'est le normatif. Hein, donc, on est beaucoup régi par des normes en France. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est Stéphanie ou M. Chaise qui l'avait dit, dès qu'on connaît, en fait, on fait la confiance, en fait, parce qu'il y a l'habitude. Oui. Donc, la norme, elle est là aussi pour, quelque part, apporter cette confiance, cette pratique, en fait, cette maîtrise des pratiques. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il faut valoriser aussi la mise à jour, en fait, du normatif continuellement pour prendre en compte les nouveautés, notamment par exemple le ciment bas carbone. On ne connaît pas la définition du bas carbone, mais quand même on adopte quelque part le taux de carbone qu'on a diminué vis-à-vis du ciment classique qu'on connaît tout simplement. Oui. Donc ça, c'est une chose. Et puis d'autres choses, est-ce qu'on préfère aussi payer des coûts de matière supplémentaires ou payer quelqu'un, comme il l'a cité, pour contrôler plus? Je prends un exemple d'un pont. Parce que les eurocodes permettent de calculer, par exemple, en prenant des coefficients de calcul plus importants pour apporter plus de rigidité. Mais si je le fais dans les calculs, ce n'est pas une obligation en soi, je l'apporte un supplément pour fiabiliser. Mais si toutefois, lors du montage du pont, que je n'ai pas bien vérifié le serrage du boulon, est-ce que ce calcul m'a apporté quelque part une valeur ajoutée au niveau de la fiabilité? Non. 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 Donc il ne faut pas... Quelque chose qui est bon, qui mériterait qu'on en parle plus, même si tout le monde l'a en tête, c'est le contrôle des travaux. Alors, je reconnais que le métier de contrôleur des travaux, pour en avoir eu chez moi, il n'est pas très drôle. Hein. Vous demandez à un gars d'être sérieux, de se mettre sur le chantier, de regarder ça de 8h du matin à 8h du soir, et de faire des remarques à l'entreprise si l'entreprise fait des choses qui ne sont pas correctes. Donc, ce n'est pas très drôle. Il n'empêche que toute la fiabilité des ouvrages repose sur le contrôle des travaux. Et on le voit bien alors pas tellement dans les ponts, où il y a un phénomène de réputation. Une entreprise qui fait un pont qui tombe ou qui n'est pas de bonne qualité, et traîne ça pendant 20 ans. Donc les entreprises, pour les ponts, font attention. Hein, je pense au pont de Vienne de Bouygues, par exemple, dont on a parlé pendant 20 ans. Ils ne sont pas tombés, mais ils sont un peu gondolés. Bon, bref.
Mais sinon, et dans la partie route, il y a beaucoup de triches, hein, soyons clairs. On demande 40 cm à l'entreprise, elle en met peut-être que 35. Alors après, on se dit, tiens, ben, c'est bizarre. Quelle différence des 5 cm? Il n'y a pas de fiabilité là-dedans. Non, c'est au contrôle des travaux, et vous ne pouvez pas demander à une entreprise d'être vertueuse. Ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est de gagner de l'argent. Bon, il y a des procédures internes à l'entreprise, des contrôles, des machins, mais il faut contrôler les contrôles. Parce que normalement, l'entreprise est vertueuse, je dirais, dans 99% des cas. Puis il y a des cas où l'entreprise est contrainte, je ne sais pas quoi, le temps, les délais, le contrat, etc. Et elle fait des trucs qui ne sont pas parfaits. Je l'ai vu, j'en ai subi les conséquences. Et je pense que le contrôle des travaux est essentiel, de même que la prise en compte, ce que vous disiez, M. Dème, dans la conception de la facilité de réaliser la maintenance. Il y a des contrats d'ailleurs qui sont faits pour, hein, les contrats conception, construction, maintenance, etc. Concevoir pour entretenir, pour mieux entretenir. L'aspect contractuel, je soutiens absolument ce qu'a dit M. Duron, l'aspect contractuel est très, très important en amont, et l'aspect suivi des travaux. Vous vouliez intervenir Oui, sur ça? il y a une notion supplémentaire qu'on n'a pas abordée et qui paraît aussi importante à avoir en tête, c'est les conditions d'utilisation. Je veux pour preuve en fait, l'accident de Mirepoix-sur-Tarn qui donc, a été un drame donc, en France, mais qui a été donc, finalement lié à une mauvaise utilisation. C'est un camion de 60 tonnes qui a utilisé un pont qui était limité à 19 tonnes. Voilà, on a ça aussi, ne passe pas. Ça a du mal à passer quelquefois, même si en général ça peut passer X fois, parce que c'était le cas. C'est pas la première fois qu'il utilisait l'ouvrage. Et puis à un moment donné, il y a de par donc la fatigue de l'ouvrage, et bien un moment où ça passe plus et où la mauvaise utilisation peut conduire à cette finalité. Est-ce qu'on teste la mauvaise utilisation? Ah, on le oui, prend oui. en compte? Oui. En fait, c'est tout le principe du coefficient de sécurité, c'est surtout pris dans le dimensionnement. Quand la conception, on a toujours des coefficients de sécurité parce qu'on ne peut pas prévoir la vie de l'ouvrage et puis les erreurs. Donc, quand on teste au séisme, on a des sollicitations qui sont bien plus importantes que les séismes qu'on pourrait avoir la sur le réalité. sol. Ouais. C'est important. D'aller au-delà de la situation réelle. Et quand on est en conception de bâtiment maintenant, on pense aussi à la vie future du bâtiment et à un changement de destination. Ce qui pourrait être du logement aujourd'hui pourrait être un bureau après, et avoir des charges de service beaucoup plus importantes. Donc on essaye de réfléchir à cette vie. Moi j'aime bien dire, et je l'entends de plus en plus, qu'il faut construire aussi pour les générations d'après. Donc il faut essayer d'anticiper ça. Là où dans les années 50, quand on a dû reconstruire, on construisait pour aujourd'hui, parce qu'on en avait un besoin maintenant. Oui. On change un peu de philosophie, de se dire que le bâtiment devra durer. On le fait pour le bâtiment, on le fait pour des infrastructures aussi? Encore plus pour le génie civil, je pense. Comment elles vont évoluer dans le temps, des infrastructures? Est-ce qu'on le prend en compte, cette évolution de la vie d'une partie des infrastructures, de l'ouvrage, oui. Il suffit de regarder la ligne 1 du métro à Paris, qui est construite en 1900, donc pour une durée de 100 ans, comme on dit les ouvrages génie civil. Elle fonctionne très très bien aujourd'hui, donc elle est automatisée, donc à plus de 120 ans. On ne l'avait pas prévu, mais ça marche quand même. Non, on l'a entretenu. Pas prévu, c'est que la entretenu, tout à fait. Entretenu, la maintenance pérennise en quelque sorte. Parce qu'on ne va pas concevoir un ouvrage, le Grand Paris, je ne le vois pas dans 100 ans qu'on va démonter tout, on va tout casser. Non. C'est pas possible. C'est pour pérenniser, c'est le rôle de la maintenance aussi, de venir à bout et de pérenniser les ouvrages. On conçoit des ouvrages sur une base d'une durée de vie très déterminée. Tous les indicateurs de durabilité sont calibrés pour, mais ça n'empêche pas qu'au bout, parce qu'on n'attend pas qu'on arrive à 100 ans pour pouvoir maintenir, mais au fur et à mesure qu'on avance, on essaie quand même d'améliorer l'ouvrage en soi. Ce qui fait que ça peut aller plus aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi, on réfléchit à la notion d'ACV, en fait, la fin de vie de l'ouvrage, pour des raisons environnementales. Donc, tout ça, c'est comment déconstruire. Oui.
Est-ce que maintenant il y a des questions des remarques? Oui, au fond de la salle, je vois. Est-ce qu'on a un micro dans la salle? Parce que sinon, on ne va pas vous entendre, je pense. Bonjour à tous, Jacques Trine, consultant. J'ai 2 questions à poser, notamment concernant la canal Seine-Nord. En tant que membre des commissions d'Eurocode, j'aimerais bien, on en parlera tout à l'heure ensemble, quels sont les apports des Eurocodes pour ce type d'ouvrage. Et je voudrais signaler également qu'en tant que membre du fascicule 714, ce fascicule 714 traite dans une annexe cet ouvrage. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Et puis je termine en disant qu'en étant très longtemps contrôleur technique et maintenant formateur des Eurocodes, la fiabilité est liée à la formation. Voilà. Bah, là, vous allez commencer. Et puis, il y a un point sur la formation. Vous êtes plusieurs à l'avoir souligné, donc Philippe et Vincent. Oui, merci. Merci, monsieur Trine. Je n'ai pas compris la première question. Par contre, la deuxième, oui. L'apport des Eurocodes, c'était ça, hein? Oui. La première question, c'était la prise en compte du fascicule 74 pour l'ouvrage de génie civil, c'est ça. On a eu un choix quand même, ça a été discuté, parce que ce n'est pas des ouvrages réservoirs en quelque sorte qu'on a sur le pont canal, hein, parce que ça a été discuté avec CRMA. Finalement, on s'est arrêté en disant que c'est un ouvrage quand même, c'est un pont avant tout, après qu'on va étancher. Donc tout simplement, donc, il y a le fascicule 61 qu'on a pris titre donc, pour l'étanchement. Mais on n'a pas pris le fascicule 74. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quel est l'apport des Eurocodes? L'apport des Eurocodes, je l'ai souligné au début, hein, donc c'est toute la notion de la fiabilité sur la prise en compte de la qualité déjà. Rien que pour la définition du contrôle de tout ce qui est contrôle de conception, notamment déjà sur la conception. Hein. Gardez-le. Oui. Sur la conception déjà, la prise en compte de tous les éléments reposant sur les Eurocodes aujourd'hui, on l'a prise en compte. Mais en plus, ça, on est parti sur la base de l'Eurocode 0, sur les notions de fiabilité, donc qu'on a introduit avec la définition des classes de conséquences et tout ce qui va avec, hein, donc les risques classes aussi pour la fiabilité. Notamment, on est sur du niveau 3, donc niveau élevé, où celui qui a conçu le projet ne doit pas le contrôler lui-même, donc il est contrôlé par un organisme tiers, en fait, tout simplement, indépendant de lui. Je ne sais pas si j'ai apporté de réponse à... Il reviendra vers vous. Merci, monsieur Trine. Sur la formation, vous voulez, Philippe, vous l'avez souligné aussi. Je crois que la formation, elle est essentielle, mais moi, je parlais plutôt, j'allais dire, de la disparition d'un ministère avec des formations. Mais aujourd'hui, il y a toujours des ingénieurs de grande qualité, simplement. Il faut savoir les attirer sur les métiers. Quoi. On voit dans les grands groupes, on sait recruter, même si aujourd'hui il commence à y avoir quelques difficultés. Mais il faut redonner du sens à ces métiers, et notamment, je crois que la question environnementale, dans la prise en compte de la question environnementale, est une des choses qui peut donner à des jeunes ingénieurs le goût de ça. Et puis il faut aussi encourager les jeunes Françaises et jeunes Français à aller vers des métiers scientifiques et vers des écoles d'ingénieurs. Tout le monde ne peut pas faire Sciences Po, et c'est peut-être pas utile que tout le monde fasse Sciences Po. Il y a peut-être aussi des écoles d'ingénieurs qui mériteraient l'attention d'une partie des jeunes générations. Oui, c'est certain que la France a une grande période de construction, parce qu'elle avait été quand même très cassée à la Seconde Guerre mondiale, puis il y a eu un développement économique très très rapide, et donc les ingénieurs, enfin quand je dis ingénieurs, c'est toute la filière, techniciens, ingénieurs, etc., ont été très très attirés par ces métiers de la construction. Et puis peu à peu, la France s'est reconstruite, et donc le volume de la construction a diminué, ce qui a conduit après à avoir moins d'ouvrages passionnants à surveiller, à construire, à prévoir. Et il y a eu une montée d'autres métiers. Il y a eu les métiers financiers, puis tous les métiers liés à l'électronique, etc. Et du coup, il y a eu un peu un transfert des jeunes ingénieurs brillants en dehors du monde du BTP. Et ça fait 10 ans que la FNTP travaille à faire remarquer aux gens que d'abord, il faut des ingénieurs, et qu'ensuite, le monde du BTP évolue à grande vitesse,
pour attirer les talents. Et la partie formation, si je repense à Abidjan, la partie formation des gens sur place fait un tiers du budget qui a été décidé dans l'accord américano-ivoirien. Un tiers du budget. C'est énorme. C'est des années hommes de formation qui vont être faits pendant 4 mois. Les choses dont on s'occupe en ce moment, c'est en gros 200 personnes à mi-temps pendant 2 ans, juste sur l'entretien des routes et des ponts. Ah oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, devant. Hop là. Oui, bonjour. Jean-Marie Brito, département des ouvrages d'art SNCF. Et 20 ans au feu ministère de l'équipement, donc merci pour ce rappel qui est vraiment très très important et c'est la clé de beaucoup de choses en fait. Oui. Je voulais intervenir sur 5 points très rapidement. Le premier, l'étanchéité. En fait, on parle de durabilité aujourd'hui, étanchéité. Au-dessus de nos têtes, si on a une tuile de cassée, la maison 20 ans plus tard, elle est par terre. Et pourtant, on n'a cassé qu'une seule tuile. Mais c'est un métier sur lequel j'essaye de me bagarrer avec la Fédération nationale des travaux publics et des bâtiments pour que l'agent, l'opérateur soit qualifié. Et c'est un métier sur lequel on n'a pas de qualification nominative. Et c'est un vrai sujet parce qu'on parle d'ouvrages d'art, de bâtiments, etc. Mais l'étanchéité, c'est le toit de la durabilité. Voilà. Le deuxième point, je suis en relation avec Hoffmann Cement en tant que prescripteur des bétons pour nos ouvrages d'art. Je voudrais juste rappeler aussi à l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qu'on avance avec vous, mais dans la vie de l'éco-conception, c'est quelque chose de très récent. Et il faut quand même raison garder dans les études. Donc on vous demande des choses, hein, de nous justifier vos ciments, parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'on parle de durabilité. Donc quand on s'engage sur un nouveau ciment, il faut aussi qu'on sache ce qu'il a dans le ventre, entre guillemets. Et c'est normal. Voilà. Mais on y arrive, et bravo à cette entreprise, parce que vous vous bagarrez en face de gros cimentiers, et puis il faut avoir les épaules larges. Le deuxième point également qui était... pas toujours facile. Oui, oui. Le deuxième point aussi, je voulais parler de maîtrise d'œuvre travaux. On en a parlé aussi à l'instant. En fait, la maîtrise d'œuvre travaux, il faut aussi rappeler aux collectivités, à l'État, aux départements que ces marchés sont traités avec des niveaux financiers qui sont assez bas. Et en fait, on a ce qu'on mérite. Donc la maîtrise d'œuvre travaux, vous savez, quand vous faites une peinture chez vous, vous êtes toujours en train de dire aux peintres, il manque un petit bout là, ou alors tu ne peux pas remettre une deuxième couche. Et en fait, la maîtrise d'œuvre travaux, c'est aussi une des clés du succès. Et je vois, en tout cas sur mes chantiers, des marchés qui sont aussi signés par nous, SNCF, à des taux qui sont peut-être un peu trop bas. Et en fait, on a ce qu'on mérite et la durabilité est impactée. Un autre point également sur la partie appel d'offres, vous avez raison, l'éco-conception, ça fait partie des critères de notation. Mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Le critère financier est un critère important, mais le critère technique, c'est le critère qu'il faut aussi viser en priorité. Bien entendu qu'en tant que bon père de famille, l'éco-conception, c'est important. Mais voilà, je vois des marchés avec des notes à 40% sur l'éco-conception ou sur que 40% sur la partie technique. On va au mur. Et pour finir... Monsieur le sénateur, bravo, parce que le rapport, au moins, il a eu le mérite de relancer un travail sur lequel on est en ce moment avec le CEREMA. On travaille sur la requalification ou la certification des inspecteurs ouvrages d'art. Voilà. Donc, ce sont des choses aussi très importantes et on y travaille et ça devrait aboutir cette année. Voilà. Merci. Cette année ? On espère, oui, on espère. Mais en tout cas, le métier d'inspecteur ouvrage d'art, c'est celui qui va déceler la pathologie. Voilà, la pathologie, pour la déceler, il faut que le maître d'ouvrage, qui est une collectivité, j'aide les collectivités aussi pas très loin de mes villages, pour leur dire, visitez vos ouvrages et connaissez-les. Mais pour les visiter, il faut des gens qui soient certifiés ou qualifiés. Donc on a aussi cette nuance-là, mais il faut donc des gens... Il faut des médecins. Qui aient la tête bien faite pour faire ce job. Vérifier le carnet de santé. Exactement, et là on est un peu en pénurie, donc on y travaille, voilà. Ils sont combien en France ? J'ai pas les chiffres en tête, mais en fait, on est en déficit. Certes, on est en déficit. Et puis, alors du coup, on a des gens qui nous proposent des inspections. Et puis, on a même nous, en interne, ces besoins-là, parce que externalisation oblige. SNCF fait appel aussi à des grands bureaux extérieurs. Mais en l'occurrence, je me permets de vérifier les CV de nos inspecteurs. Très important. Voilà. Oui, au fond. Allez-y, profitez-en. Je rebondis sur la dernière question.
J'avais à un certain moment travaillé pour le RCA, Route et contrôle des autoroutes à Lyon. Qu'en devient-il de tout au moins cet organisme vis-à-vis de la politique actuellement du CEREMA? Est-ce que vous savez? Non. Est-ce qu'on a des... Pas de réponse. Pas de réponse. Non. Non, la seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, pour abonder dans le sens de ce qui a été évoqué, le déficit en praticien est clair, il est net, et donc aujourd'hui, j'allais dire, si chacun se lançait justement dans le recensement et dans la recherche d'informations sur ces ouvrages et de médecins, on serait peut-être dans la même situation que ce qu'on connaît du point de vue médical, c'est-à-dire une forme de désertification qui poserait un grand nombre de problèmes. Alors dans le cadre du plan de France Relance, il y a eu des tentatives justement d'inciter les collectivités à faire ces diagnostics, mais on s'est vite confronté au manque de compétences sur le sujet. Le CEREMA aujourd'hui est sollicité, et donc il y a un carnet de commandes, je crois, qui dépasse largement ses capacités annuelles, et donc le temps de former des ingénieurs de bon niveau, et parce qu'il faut effectivement des ingénieurs de bon niveau, on sait qu'on va encore perdre quelques années. Si on prend les initiatives aujourd'hui. Et malheureusement, dans le rapport que nous avions fait, qui date déjà de 3 ans, on avait sollicité le gouvernement à mettre en place une espèce de plan Marshall pour faire en sorte qu'on évite les drames. Malheureusement, là aussi, on peut constater qu'on n'y est pas, quoi. On n'y est pas, puisqu'il faut des plans Marshall pour beaucoup de causes. C'est ça le problème, sans doute. Oui, mais excusez-moi, mais c'est plus itinérant. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est que toujours sur le sujet des ponts, excusez-moi de reconcentrer le débat sur ces ouvrages, mais il s'est passé quand même des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État s'est déchargé. L'État, notamment quand il y a eu le transfert des routes nationales aux routes départementales, a finalement donné fait un cadeau un peu empoisonné aux collectivités, notamment aux collectivités départementales, en disant récupérer tout, sans apporter ce que j'évoquais tout à l'heure, le financement qui aurait dû aller avec, qui est le financement de provision. Alors, si l'État, qui est son propre assureur, peut dire finalement, je n'ai pas besoin, moi, de faire de provision, parce que mon budget, c'est un budget particulier, qui a le droit d'être en déficit, pour les collectivités, ce n'est pas le cas. Les collectivités ont une obligation d'établir des budgets à l'équilibre. Et quand, dans une commune, et je peux en témoigner en tant que maire, j'ai eu à me positionner sur quasiment la reconstruction d'un pont qui était utilisé quelques fois par jour et qui n'avait pas une utilisation, un besoin stratégique dans le plan de circulation de la collectivité, j'ai pris la décision de le fermer. Et il y a en France un grand nombre d'ouvrages qui sont aujourd'hui fermés à la circulation par manque de moyens. Là aussi, ça rejoint la question de tout à l'heure en disant mais il faut peut-être se poser la question de l'utilisation avant la question de l'investissement et du financement. Mais malgré tout, on risque à terme d'avoir un certain nombre de difficultés et d'occasionner des détournements ou des contournements routiers avec plus de kilomètres, etc. Avec l'impact sur notamment le développement durable et l'usage global. Vous vouliez faire un point avant de laisser le mot de la fin, puisque l'heure tourne à Bernard. Je vois qu'il prend des notes encore, donc on le laisse. Donc, deux remarques. Pensée fonctionnelle, effectivement, il y a des ponts qui peuvent apparaître peu utilisés, mais ils peuvent servir, s'il y a un problème ailleurs, de déversoir. Et nos villes sont assez maillées
Hein, s'il se passe un truc dans un coin, on peut déplacer sur l'autre. Si on n'a pas ce déversoir, on risque des gros dégâts. Oui, ce que je voulais dire, c'est pour la carrière des gens et la formation, quand j'étais en charge de ce genre de choses, on butait sur le fait que la carrière des fonctionnaires est délimitée de façon extrêmement raide. Il fallait qu'ils changent de poste tous les 3 ou 4 ans, sinon ils ne faisaient pas carrière, etc. Et ce n'est pas en 3-4 ans qu'on forme un spécialiste de pont. Et donc les gens, ils avaient le choix ou devenir bons spécialistes, mais être enterrés dans un point, et on avait ou bouger. Et s'ils aimaient les ponts, on a eu un mal fou à faire créer quelques postes de contractuels qui, du coup, redonnaient de la liberté sur les salaires. Alors maintenant, je ne sais pas où ça en est, mais c'est évident qu'il faut regarder la carrière des gens vu de leur point de vue à eux pour savoir s'il est possible d'avoir réellement, de recréer un réseau de compétences au niveau national. Compétences, je vais retenir ce mot, c'est un des mots forts de l'échange ce matin, connaissance, compétences, plus que moyens. Il faut se donner les moyens de garantir la fiabilité dans la durée. C'est pas à moi de conclure, ça va être à Bernard, donc je vous invite à monter sur scène si vous êtes prêts pour conclure le débat de ce matin. Oui, je vais essayer de lire mes petites notes suite à ces débats très, très riches. Donc, je tiens à renouveler tous mes remerciements aux intervenants de notre table ronde ce matin pour la qualité de leurs interventions. Je te remercie aussi, Anne-Note, pour avoir brillamment animé cette table ronde. La première remarque que je voudrais faire, c'est que ces interventions ont confirmé que la fiabilité était une notion très prégnante dans le secteur de la construction. Enfin, je pense qu'on ne va pas me contredire sur ce point de vue-là. Des propos tenus, je retiendrai les éléments généraux suivants. Donc, l'importance de la relation entre fiabilité et sécurité. Donc, le cas des infrastructures, des autoroutes a été souligné. La relation entre fiabilité et durabilité, je pense que l'exemple du ciment sans claquer est un très bon exemple de cette relation entre fiabilité et durabilité. J'ai retenu aussi que la fiabilité, c'était un choix au niveau de la conception, hein, très clairement, et que de ce point de vue-là, il fallait être très vigilant au niveau des appels d'offres et ne pas retenir seulement que le critère financier, mais penser aux critères techniques dans le jugement des appels d'offres. Ce que je retiens aussi, c'est que l'obtention de la fiabilité est très liée au contrôle de la conception, au contrôle des travaux, donc au contrôle de l'exécution, ça a été souligné par Bayla. Et par l'assistance. Et par l'assistance, oui, bien sûr. Et que les normes, qu'il s'agisse des eurocodes ou des normes de produits, voire même la certification, avaient leur rôle à jouer et qu'ils étaient tout à fait importante pour l'obtention de cette fiabilité. J'ai noté aussi que le maintien de la fiabilité, et je prendrai l'exemple des ponts que le sénateur Chaise, mais aussi Philippe Buron a évoqué, était très lié au suivi des ouvrages, donc l'importance du carnet de santé des ouvrages, à la maintenance de ces ouvrages dans le temps, et que de ce point de vue-là, bien sûr, il fallait y attacher les moyens financiers nécessaires pour exercer cette maintenance dans les bonnes conditions et savoir aussi gérer la fin de vie des ouvrages. Lorsqu'il faut les détruire, bien, il faut les détruire. Pour terminer, je soulignerai, notamment ce qu'a dit Jean-Marie ou d'autres intervenants ce matin, l'importance des ressources techniques. C'est un élément extrêmement important. Le besoin d'expertise et de la maîtrise des travaux. Donc, tous ces éléments ont été soulignés et je pense qu'il est absolument nécessaire de disposer de ces ensembles de moyens pour assurer correctement la fiabilité.
Voilà, mais quelques mots de conclusion. Après qu'Anne-Lotte ait conclu, je vous inviterai à poursuivre ces débats à côté. Et est-ce que je vous laisse donner rendez-vous à l'assistance déjà pour ceux aussi qui nous regardent de chez eux pour décembre, pour la suite, durabilité, qui est notre deuxième thème. Effectivement, qui sont des mots qu'on a déjà évoqués, mais sans préjuger des débats d'aujourd'hui, un deuxième thème, durabilité et construction. Je pense qu'effectivement, ce second thème s'inscrit parfaitement dans la continuité de nos débats de ce matin et devrait donner lieu aussi à quelques débats tout à fait pertinents sur ce domaine. Donc rendez-vous en décembre pour cela. Probablement. Pour la suite des débats. À suivre en tout cas, à suivre. Très bien. Merci aux participants présents ce matin à la Maison de l'Architecture et à ceux qui nous ont suivis en direct via le web. Et merci à nouveau aux intervenants. Merci.